se choisir, ça commence par se connaître, en fait. Et je pense que c'est très lié au sujet de la réussite ou des résultats exceptionnels dont tu parlais là. Pour moi, le résultat exceptionnel, c'est de se sentir bien. Il y a vraiment cet équilibre indispensable à cultiver entre le bien-être et la performance. Le bien-être, c'est être vraiment en relation avec soi-même, se connaître, c'est être utile à quelque chose et c'est appartenir à un groupe. C'est énorme l'impact de l'environnement et du groupe social en effet qu'on a autour de nous est énorme. Euh, et c'est vrai que pour maintenir une action dans la durée, être seul, c'est très difficile parce qu'on est des êtres sociaux. Quand on se met aussi en position de transmettre, ce que je fais moi, bah en fait, en vrai, c'est d'abord pour nous-mêmes, hein. C'est un moteur énorme de développement pour soi, de pouvoir transmettre. Voilà. Et en plus, ça engage, parce que moi, si je suis en train de vous dire des trucs et que je les fais pas en vrai, bah, je suis un peu à côté de la plaque, quoi. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'interviewer aujourd'hui Ida Genari. Bonjour Ida. Bonjour Mathéo, merci de cette invitation. Avec grand plaisir. Donc Ida est docteur PhD en psychologie. Elle a créé l'école des femmes inspirantes. Elle accompagne les femmes brillantes et haut potentiel à devenir dirigeantes de tous les aspects de leur vie, réussir leur carrière professionnelle, sans renoncer à leur vie personnelle et à prendre soin d'elles, dans le plaisir et la sérénité, sans sacrifice ni culpabilisation. Korkida est l'auteur du livre École des femmes dirigeantes de leur vie. Donc vous pouvez trouver une synthèse animée sur My Parachute si cela vous intéresse. Vous aurez les liens vers les livres et la vidéo dans la description de cette interview. Et bien qu'Ida prône les femmes à reprendre leur leadership personnel et retrouver leur équilibre de vie, je trouve qu'en fait, tous les messages que tu partages, Ida, les outils, les stratégies, sont tout aussi importants pour les hommes également. Et donc, dans cette interview, j'aurai le plaisir d'approfondir avec Ida comment devenir dirigeant de sa vie. Donc, bonjour Ida, et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour cette interview. Merci aussi vraiment Mathéo et je suis ravie en effet d'être interviewée par un homme sur ces sujets et je suis très contente de la première chose que tu viens de dire sur le fait que le message peut aussi s'adresser aux hommes. On aura peut-être l'occasion d'en dire quelques mots et je te rejoins absolument là-dessus. Super, excellent. Donc, déjà, je voulais savoir pourquoi est-ce que tu as décidé de créer l'école des femmes inspirantes? Quel est ton objectif à travers ce projet? Alors, j'étais pas du tout destinée à créer une école pour les femmes. Moi, j'ai travaillé dans l'industrie pendant 15 ans, entourée de beaucoup d'hommes, et j'étais très contente d'y être. J'avais un super poste dans les sphères des directions RH, donc j'ai fait plein de choses pour accompagner des managers, des équipes, mettre des dirigeants en place, développer les compétences managériales. Voilà, des managers de tous les niveaux. Et j'étais très bien. Simplement, je me suis quand même rendu compte au fil des années, et parce que j'ai eu l'audace de faire 4 enfants alors que j'avais ces fonctions de direction, et bien que pour les femmes, il y avait quand même un petit hic. Voilà. Et ça, c'est une réalité, Mm. même si en effet le message peut tout à fait s'adresser aux hommes, mais je dirais que même plus largement, le message peut s'adresser à toute personne qui a envie et besoin de s'émanciper de sa condition sociale, culturelle, voilà. Donc, il se trouve quand même aujourd'hui que pour les femmes, il y a encore des difficultés à être complètement présentes dans la société, dans les entreprises, dans leur famille, à la hauteur de leur potentiel et à la hauteur notamment Mm. de leurs compétences, puisque bah voilà, depuis un petit siècle, on a accès aux études supérieures, donc voilà, il y a des choses qui se sont passées d'un point de vue contributif de ce qu'on peut apporter à la société, et pour autant, on n'est pas tant présente que ça. Donc ça, moi, je le voyais, hein, tout simplement, hein, autour d'une table de comité de direction, j'étais souvent la seule femme. Quand j'allais sur le terrain parler aux ingénieurs, j'étais souvent la seule femme, etc., etc. Et puis, je voyais mes copines aussi, qui avaient fait des études alors de médecine, de droit, enfin des choses où vraiment elles pouvaient apporter une contribution. Et ben, au moment où les enfants se présentent, je les ai vues soit commencer à renoncer à des projets professionnels, soit même renoncer à des projets familiaux et plus personnels. Et ça, en 2016, Mm. en plus du fait que moi j'étais devenue maman, que j'avais 3 enfants à cette époque-là, et j'ai ma petite quatrième qui est arrivée juste après,
Je me suis dit, il y a une injustice profonde pour nous, en fait. Moi, j'ai l'impression de lutter quand même. C'est-à-dire que j'ai affirmé mes choix et j'ai fait mes enfants, alors que c'était pas hyper bien vu, hein, forcément, hein, de grimper dans la hiérarchie et de dire, bon, je suis enceinte à nouveau. Euh, mais j'ai affirmé ça et en même temps, je sentais bien que c'était aussi une lutte intérieure. J'emmenais mes enfants très tôt à la Hmm. garderie le matin, je venais jamais les chercher à 16h30, j'ai jamais fait une sortie d'école, j'ai jamais fait un jour enfant malade. Bon, et en 2016, ça faisait déjà 7 ans que j'étais maman, je me suis dit quand même là, il y a un truc qui est pas cool, qui est pas cool pour moi, qui est pas cool pour mes enfants. Certes, je suis fière d'avoir renoncé à rien, mais c'est pas si simple. Et puis pour celles qui renoncent, alors là je me suis sentie voilà traversée d'une injustice qui était insupportable. Et c'est lors d'un stage de développement personnel que je découvre ça. Vraiment, avant ça, je me disais juste, bah, je fais ce que j'ai à faire en tant que femme, et puis voilà. Mais l'idée de contribuer, l'idée de dire quelque chose à ce sujet, apparaît lors de stage de développement personnel. Et j'ai ma voisine de table qui me dit, Aïda, il faudrait peut-être que tu écrives un livre aussi pour témoigner finalement de toi et de ton parcours et de ce que tu penses sur tout ça. Et là, je lui dis, bah non, moi je suis pas du tout quelqu'un qui écrit un livre. J'ai écrit une thèse avec mille et une difficultés, ça a été la croix et la bannière, et j'en suis sortie ouf, quoi. Donc non, non, ceux qui écrivent des livres, bah, c'est la dame qui anime le stage, là, et qui est formidable. Moi, pas du tout, quoi. Hmm. Et voilà, et puis bah, ça a pris son temps, ça a mûri, j'ai travaillé sur moi beaucoup, j'ai repris une analyse, j'ai découvert le développement personnel à l'occasion de ce stage et puis j'ai continué à me former aussi pour mon métier de psychologue et d'accompagnante, donc je suis devenue executive coach en passant par HEC Paris. Et en 2019, là j'ai senti que ça poussait beaucoup et j'ai eu envie de créer l'école et j'ai eu envie d'écrire. Voilà. Excellent, excellent. Je trouve ça super intéressant, ton parcours. Euh, D'une certaine manière, il y a des choses, enfin, je vais te dire, il y a certains aspects dont je me reconnais beaucoup dans ma propre vie. Par exemple, le fait de dire, bah, finalement, euh, j'essaie d'être le bon étudiant, je fais ce que la société attend de moi, ce que ma famille attend de moi. Euh, euh, j'ai envie, en fait, d'une certaine manière, de suivre les codes de la société comme c'est entendu de moi. Et au bout d'un moment, en fait, tu réalises que, bon, tout ce truc-là, ça a des limites. Et, et finalement, on n'est pas épanoui en restant dans les chemins que nous avons suivis un peu par défaut. Et je trouve ça très intéressant, c'est la manière dont tu l'expliques. À un moment donné, euh, même s'il est possible qu'il n'y a pas de frein, comment dire, imposé au fait de suivre son chemin, finalement, on a tellement absorbé les messages de la société que finalement, on bouge plus. Tu utilisais d'ailleurs l'image du petit éléphant attaché, je ne sais pas si tu veux Mm. l'évoquer d'ailleurs. Euh, Oui. Ça m'a beaucoup parlé. Donc, euh, Oui, oui, je qu'est-ce crois qui même que fait qu'à un c'est moment donné, Anne-Valérie tu arrives, Raucourt. Ouais. pardon, à faire ces Non, passages pardon, c'était et dire, mais, pour l'histoire du petit éléphant. yes, vas-y, vas-y, c'est super cette histoire. Non, parce que je crois que c'est Anne-Valérie Raucourt qui en parle dans la préface. Et Ah oui, c'est ça. c'est juste pour ceux qui connaissent peut-être pas cette histoire, c'est le fait d'attacher les petits éléphanteaux quand ils sont petits, on les attache à un piquet et ils peuvent du coup pas bouger. Et en fait, devenus plus grands, ils ont tellement intégré qu'ils étaient attachés et qu'ils pouvaient pas bouger que même si la chaîne n'est pas attachée à un piquet, eh ben ils bougent plus quoi. Voilà, c'est bien ça l'anecdote à laquelle Exactement, tu faisais référence. exactement. Ouais, Et, ouais. Mm. et du coup, ça m'a beaucoup parlé, ça. Euh, et donc, qu'est-ce qui a fait pour toi qu'à un moment donné, tu te dis, bah, si en fait, à la fois c'est possible pour moi, et en plus, j'ai envie d'aider d'autres personnes à Mm. suivre les chemins. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, je peux être la personne qui crée cette école, qui écrit le livre, qui fait tout ça. Ouais. Alors je crois que je vais remonter quand même à mon démarrage dans les études, parce que je pense que le fait que autre chose est possible, ça a démarré à ce moment-là. Et tu disais tout à l'heure ce que la famille attend de nous. Bon, moi je suis l'aînée de trois filles.
avec des femmes assez puissantes sur ma lignée maternelle. Donc ma mère était avocat, ma grand-mère était médecin. Et du coup, c'était un peu poursuivre la trace familiale et honorer ça aussi. Et donc, j'avais le choix entre la médecine et le droit. Et en fait, du coup, moi j'avais d'autres aspirations déjà. J'aurais bien aimé faire de la philo. J'ai fait un bac S, mais j'aurais pu faire un bac littéraire. Ou en tout cas, après un bac S, j'aurais pu faire de la philo. J'aurais pu faire un double cursus psycho-philo tout de suite. Et en fait, chez moi, c'était pas possible ça. Ça, il fallait soit faire du droit, soit faire de la médecine, etc. Donc j'ai fait du droit pendant 15 jours. Ça l'a pas fait du tout. Du coup, j'ai été caissière chez CA pendant un an. Ça m'a appris la vie. Franchement, ça a été une expérience hyper intéressante à 18 ans. Voilà, avec des femmes qui me poussaient en me disant Ida, tu reprendras tes études, hein, tu reprends tes études, hein, c'est hyper important et tout, vraiment des femmes géniales. Et puis du coup, j'ai fait médecine et donc le fait de commencer à me libérer de l'intention familiale, qui était une bonne intention, hein, attention, hein, je suis pas du tout en train de Bien sûr. condamner mes parents, ma mère, au contraire, enfin voilà, il y avait une vraie envie de soutenir un certain potentiel justement, mais c'était pas fait pour moi. Et donc moi, le fait de me libérer de ces attentes-là est passé d'abord par plusieurs échecs. L'échec en droit et l'échec en médecine. Donc ça a mis déjà 3 ans après le bac pour que je puisse me dire, ben voilà, moi, mon envie, c'est faire de la psycho. Et maintenant que j'ai échoué les deux voies qui étaient celles qu'on attendait pour moi, bon, bah là, en gros, bah, je suis désolée, vous avez plus le choix, je vais y aller, quoi. Donc j'ai pu faire passer l'idée d'aller en psycho après avoir échoué pendant 3 ans quand même. Donc c'est pas évident, quoi. Hein. Ça a été 3 années très très difficiles. Parce que par ailleurs, quand même, j'ai travaillé pour Exactement. réussir le concours. Je me suis vraiment donné à fond. J'ai pas fait exprès d'échouer. Après, inconsciemment, ça c'est encore autre chose. Mais en tout cas, consciemment, je bossais, je faisais plein de choses pour pouvoir soi-disant réussir. Donc voilà, donc ça déjà c'est passé par là. Après, j'ai fait une deuxième transgression qui est que j'ai épousé un franco-tunisien d'une religion différente de la mienne, d'une origine différente de la mienne, etc. Donc ça a été la deuxième transgression qui est me marier avec la personne voilà, avec qui j'avais envie de me marier. Donc c'est une autre forme de libération d'une certaine attente sociale, culturelle. Et puis ensuite, la troisième transgression, en effet, c'est après 15 ans de grands groupes où on a le super CDI, la trajectoire professionnelle jusqu'au bout de sa carrière, jusqu'à 68 ans en l'occurrence. Donc quand je suis partie, j'en avais une petite quarantaine, donc il y avait encore 28 ans à faire comme ça. La transgression là, ça a été de dire c'est super, merci, et en même temps, j'ai envie d'autre chose. Euh, c'est un peu audacieux. Alors avec les deux sens du mot audacieux, c'est-à-dire c'est à la fois waouh, j'ai du courage, j'y vais, etc. Et c'est en même temps, mais enfin pour qui tu te prends quand même? T'as un super truc sur le papier, t'as un très bon salaire, t'as pas de soucis à te faire pour la suite de ta carrière professionnelle, tu bosses sur des sujets intéressants, si un jour t'en as marre d'être là, tu peux être ailleurs, donc pour qui tu te prends de vouloir encore autre chose, quoi. Et j'ai vraiment oscillé sur ces deux connotations du mot audace, quoi. En même temps, l'élan de se dire ouais, mais en même temps, je sens que je peux contribuer à quelque chose d'autre, et peut-être aussi de manière plus profonde. J'y reviendrai peut-être ça là-dessus. Et en même temps, tu te prends juste pour quelqu'un qui a envie de réaliser quelque chose qui compte pour elle. C'est tout. Et donc, vas-y, fais-le. Fais-le. Sécurise-toi. Fais pas n'importe quoi. Mais fais-le parce que ça fait partie de ce que tu as à vivre dans ton expérience de vie, finalement. Voilà. Donc, ça a été un grand tumulte interne. Hein. Ça a duré des mois hein, de vertige comme ça. J'en parle beaucoup, ça plutôt dans mon premier bouquin, dans Femme-S, où je dis à quel point cette prise de liberté a été vertigineuse, quoi. Et de se dire, mais la liberté, qu'est-ce que c'est, quoi, finalement. Mm. Ouais. Du coup, je comprends que j'ai une prochaine lecture à faire déjà, pour dire ça.
Ça me parle, de certaine manière, ça me parle beaucoup aussi, euh, dans l'idée où, comme toi, j'ai eu des bonnes études, belle carrière, tu as beau poste, etc. Et à un moment donné, quand tu as un projet qui te tient à cœur et tu as l'impression que tu vois, tu as des choses à partager. Pour moi, c'était à travers ma chaîne YouTube, le fait de partager mes lectures autour du développement personnel, etc. Et finalement, tu dis, mais euh, en fait, je trouve que je peux contribuer plus au monde à travers ma passion et à travers des sujets qui m'intéressent. Mais du coup, quid de la vie que je construis jusque-là, Ouais. de la sécurité que j'ai pu mettre en place à travers mes études, les boulots que j'ai fait pendant 15 ans pour toi, etc. Donc effectivement, c'est un moment, comme tu dis, audacieux dans les deux sens du terme. Bon voilà, je lirai l'autre bouquin aussi pour voir comment tu as vécu cette marche vers la liberté. Et du coup, Ouais. ce que je voulais te demander, c'est pour une personne, à quel moment tu penses qu'une personne commence à se rendre compte que les choses ne tournent pas rond comme elle espérait, et du coup, elle commence à se dire, mais est-ce que c'est que ça? Ouais. Et qu'est-ce qui peut l'aider à faire les premiers pas vers plus de liberté? Ouais, c'est super intéressant ça. Euh, je crois qu'il y a deux choses. Je pense que, enfin, en tout cas, me concernant, j'ai commencé à me rendre compte que ça tiraillait parce que je commençais à avoir des problèmes au boulot, euh, que je commençais à critiquer. Je commençais à pointer du doigt des choses qui allaient pas dans l'organisation. Ils sont pas comme ci, ils sont pas comme ça, ils font pas ce qu'il faut, euh, ils sont méchants. Enfin, je commençais un peu à me faire un petit film dans ma tête, je pense. Euh, et 4 ans, 5 ans maintenant plus tard, je me dis c'est ce dont j'avais besoin, c'était l'histoire que j'avais besoin de me raconter pour me détacher aussi de cette matrice dans laquelle j'étais. Mhm. Alors en plus, quand on travaille dans des grandes organisations, voilà, il y a un côté quand même très englobant comme ça, et très matriciel, et très... d'ailleurs, ça s'appelle matriciel les organisations, mais je pense à la matrice même au sens de maternel, quoi. Hein, de truc qui vous encadre, qui vous porte, qui vous contient, et à un moment donné, on étouffe, quoi. Et donc, comme j'avais besoin de me libérer de ça, je pense que j'avais besoin de commencer à me raconter des histoires sur le fait que le management n'était pas comme ci, le management n'était pas comme ça, qu'on voulait pas écouter ce que j'avais à proposer. Bon. Et en fait, si j'avais voulu rester, si j'avais été plus sereine avec le fait d'être dans cette organisation, je pense que je me serais fait coacher, j'aurais recalé deux, trois petits trucs pour pouvoir continuer à contribuer à la bonne hauteur, et puis ça se serait très bien passé, en fait, en vrai. Tu vois. Donc je crois que quand on commence à se raconter des histoires, quand on commence à se sentir victime au boulot, quand on se commence à pu avoir envie d'y aller aussi le matin, moi je faisais 3 heures de transport par jour, pendant 15 ans je l'ai fait, sans problème, et puis à un moment donné, en fait j'en pouvais plus de prendre le RER, c'était une tannée quoi. Donc quand tous ces signaux-là arrivent, moi j'ai pas fait de burn-out et j'ai pas fait j'ai pas eu besoin de m'arrêter ou de choses comme ça. Mais j'ai senti une lourdeur vraiment très très puissante. Et par ailleurs, alors par contre, dans l'autre sens, c'est-à-dire tout ce que j'avais envie d'investir sur ces sujets-là prenait tout mon temps libre. C'est-à-dire Mhm. que ma formation pour devenir coach, alors comme ça correspondait à mon poste, j'ai eu cette chance-là d'être financée par ma boîte et d'avoir du temps de travail réservé à cette formation. Mais ensuite, il fallait quand même bosser les cours, écrire un mémoire, etc. Et donc tout ça, je l'ai fait sur mon temps libre et je n'avais envie que de faire ça. Je n'avais envie que de relire la bibliographie qu'on nous donnait. Quand je partais en RTT, je partais toute seule avec mon ordinateur pour écrire. Et puis ensuite, bah, ça a continué. Je me suis inscrite à un parcours de formation entrepreneuriale. Enfin voilà, je n'attendais que ça, quoi, d'être en visio avec le formateur, partir avec les copains en séminaire, réfléchir à mon projet, gratter des pages et des pages et des pages. Et j'ai fait ça pendant 4 ans sans me dire ah bah là je suis pas en vacances, ah bah j'ai pas pris de vacances. Non, enfin c'était ma vie quoi. Voilà. Moi je pars beaucoup en Tunisie. Le soir quand les enfants étaient couchés, mon kiff c'était de me mettre sur mon balcon, enfin sur ma terrasse chez moi, avec mon projet et de bosser quoi. Voilà.
Donc, je pense que quand on a ces deux indicateurs-là, Ouais. l'indicateur d'un côté qui est je condamne, et puis l'indicateur de l'autre côté qui est dès que j'ai du temps, voilà, j'ai envie de faire ça, bah, c'est que c'est peut-être le moment de penser à la bascule, quoi. Ouais. Et je réagis juste à l'énergie que tu transmets quand tu parles, euh, justement, de ce deuxième aspect où tu sens une vraie passion, quelque chose qui te porte. En fait, je pense que euh, ça aussi, c'est un super signe. Quand tu sens un élan vital d'une certaine manière, euh, Absolument. que peut-être dans la vie que l'on a construit plus sagement, on essaie d'arrondir les angles, de prendre moins de risques, etc. En fait, là, tu as un truc qui arrive et qui te porte énormément, quoi. Donc, ne serait-ce que cette énergie-là que tu transmets quand tu parles de ce projet, c'est, voilà. À la fois, c'est un signe et à la fois, ça donne envie, tu vois. Je pense que dans l'inspiration, je ne sais pas d'ailleurs ce que tu en penses, quand tiens, d'ailleurs, c'est pas une question que j'avais pensé à l'avance, mais ça vient de me venir là. Euh, Ouais. Quand tu parles du mot inspirant dans le nom de ton école, parfois on associe à l'adjectif inspirant des choses extraordinaires, tu vois, pour quelques personnes que nous ne Mm, sommes pas, tu vois, que c'est vraiment autre chose. mm, Alors que peut-être, justement, cet élan vital, cette énergie, cette passion, l'exemple, le simple fait de dire, bah, moi, j'ai choisi une vie différente, ça peut déjà être inspirant. Je ne sais pas, toi, ce que tu en penses, comment tu vis, est-ce que tu te sens inspirant, de quelle manière, et voilà. Qu'est-ce que tu entends par là? mm. Ouais, absolument. Alors d'abord, je voulais juste souligner pour ceux qui écoutent ce que tu as dit sur l'élan vital. C'est vraiment, on est vraiment là. Alors là, je vais pas développer, faire de la psychanalyse, etc. Mais en fait, on est vraiment là-dedans. On est vraiment dans le sentiment de vie, dans l'éros, dans ce que Freud appelait la libido. Mais on ne parle pas de sexualité, en fait. Hein, on parle vraiment de vie. Et de vie, d'envie, etc. Donc je pense que c'est très très important en effet d'être connecté à cet endroit-là. Et c'est vrai que parfois quand on est dans quelque chose de plus rangé, bon bah voilà, ça s'étouffe un petit peu. Et c'est important d'aller le retrouver parce que c'est à l'origine de notre créativité. C'est ça qui nous rend Mm, créatifs, c'est ça qui nous permet de résoudre des problèmes aussi. Et quand ça s'endort, ben on devient aussi plus en difficulté, ne serait-ce même que pour faire face à ce qui se présente dans le quotidien tous les jours en fait. Donc voilà, ce truc-là est super fondamental pour notre cerveau, pour le bon fonctionnement de notre cerveau. Donc voilà, je voulais juste le souligner. Et quant à l'inspiration, alors quand j'ai décidé d'appeler ça... alors au départ, j'avais pris inspirant pour parler un peu de tout ce que j'allais organiser. Donc notamment, j'avais démarré par un séminaire, un week-end. J'avais appelé ça le week-end inspirant. Et je me disais, bah oui, c'est pas mal parce que ça va être un endroit où on va respirer, mm, prendre un peu de recul. Donc respirer, inspirer, expirer, et puis bah, il va y avoir plusieurs personnes, donc les personnes vont partager, en partageant elles vont s'apporter mutuellement, donc s'inspirer mutuellement. Donc voilà, tout était parti un peu de cette déclinaison-là. Et puis à l'époque, c'était un concours de circonstances, mais il y a Léa Salamé qui a commencé à faire son podcast sur les femmes puissantes. Donc ça s'appelle les femmes puissantes, cette série de podcasts. Elle en a fait deux recueils également, donc on peut l'écouter et lire. Et donc j'adorais écouter ça, je trouvais ça passionnant. Et en même temps, je m'étais dit, un peu ce que tu dis là, en même temps, enfin voilà, c'est des femmes puissantes et inspirantes, mais presque inatteignables. Il y avait la chirurgien, par exemple, qui a recueilli toutes les personnes victimes des attentats en 2015 et qui s'est occupée d'eux à la Salpêtrière. Enfin, il y avait, je sais pas, des femmes politiques, des écrivains, mais donc des personnages médiatiques aussi. Donc c'est vrai que quand on écoute ça, c'est inspirant, on trouve ça magnifique, et en même temps on se dit c'est pas moi. Et ça, je trouvais ça mm. un peu dommage. Et du coup, je m'étais dit, bah moi je vais faire un podcast, ça va être les femmes inspirantes. Donc j'avais gardé l'idée, et du quotidien, quoi. Après, j'ai enlevé du quotidien, parce que je me suis dit, bon, ça va, quoi, voilà, on est inspirante, et puis c'est tout, tu vois. Mais je voulais être au contact de femmes qui sont des femmes que tu croises à la sortie de l'école de tes enfants, qui sont tes copines,
voilà, et qui mènent leur vie et qui mènent aussi ce combat de prendre leur place, même si elles sont pas sur les plateaux de télé en fait. Et ça, bah, il y en a des millions en fait, des femmes comme ça. Et c'était celle qui m'intéressait en fait. Donc, bon, sans doute des femmes un peu comme moi, quoi, Hmm. finalement aussi, qui essayent de vivre toutes les facettes de leur vie comme elles le peuvent, etc. Donc voilà, donc c'est comme ça que l'idée est venue. Et en effet, pour aussi se dire, voilà, c'est pas que des figures dont vous lisez les livres, qui sont panthéonisées, qui sont sur les plateaux de télé. C'est vous, en fait, ces femmes inspirantes. C'est vous toutes. Voilà. Exact. D'une certaine manière, ça revient sous une autre facette à nouveau, pour moi, à remettre en discussion les attentes de la société, qui- pour laquelle peut-être pour être quelqu'un à succès ou pour réussir sa vie, il faut absolument arriver euh, à des résultats exceptionnels. Or, peut-être que pour quelqu'un, une vie comme ça, c'est pas une vie réussie, c'est pas sa vie, qu'on peut tout à fait avoir envie de réussir autrement et que c'est tout aussi bien. Et je trouve que l'inspiration, c'est peut-être ça, ça le fait de dire, bah, finalement, euh, j'ai choisi la vie qui est importante pour moi et j'ai le courage d'aller. Et d'ailleurs, c'est les points de départ que tu indiques finalement dans ce processus-là, c'est tu dis pour ces changements, pour que ces changements-là puissent se faire, il faut tout d'abord, le point de départ est de se choisir. Qu'est-ce que tu veux dire par se choisir et Hmm, comment on s'est choisi? ouais. Se choisir, ça commence par se connaître, en fait. Et je pense que c'est très lié au sujet de la réussite ou des résultats exceptionnels dont tu parlais là. Pour moi, le résultat exceptionnel, c'est de se sentir bien. C'est ça, avoir des résultats exceptionnels. Je m'en fous complètement de ce que mes clients ou mes clientes ou mes patients font dans leur vie. Je n'ai rien à dire là-dessus. D'ailleurs, ce serait hyper malvenu en fait. Je n'ai pas de modèle à préconiser. Je n'ai pas à dire aux femmes faites des enfants ou ne faites pas des enfants, faites tout. Bon, voilà, il se trouve que j'encourage à cette place parce que je crois aussi que ça fait partie de notre liberté, de notre autonomie. Donc voilà, et puis que je travaille avec des femmes qui ont envie de ça. Mais j'ai aucun jugement sur le fait qu'une femme fasse d'autres choix dans sa vie, en fait. Donc pour moi, le résultat exceptionnel, c'est quand on se sent au bon endroit et en adéquation avec soi-même. Et pour ça, bah, ça passe en effet par se choisir, parce que ça peut parfois aller à l'encontre bah, des codes sociaux ou des idées qu'on a dans la tête sur qu'est-ce que c'est que la réussite, par exemple. Donc ça demande parfois de retravailler certains modèles. Donc je me choisis, je vais aller regarder quel est mon modèle à moi en fait. Et pour ça, il faut apprendre à se connaître. Parce que entre, bah, c'est un peu, on revient à l'histoire de la chaîne et de l'éléphant, entre ce que j'ai appris et que je crois vrai maintenant et mes vraies possibilités, donc en l'occurrence pour l'éléphant, la possibilité finalement de se barrer et d'aller se promener, bah, il faut être conscient en fait que c'est possible et que ça fait partie de ce qu'on peut faire. Donc ça, il faut aller le découvrir en fait. Il faut aller à la quête de soi. J'aime bien l'idée de se dire, il faut aller à sa rencontre. Voilà. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que moi ça, je l'ai vécu vraiment intérieurement et mes clientes parfois qui viennent en séminaire partagent sur le chemin ce que je crois être un sentiment un peu similaire. C'est elles sont toutes contentes comme si elles allaient à un rendez-vous avec un amoureux quand elles étaient ados. Il y a ça, on parlait aussi de l'élan vital, mais il y a un peu de cette émotion-là, en fait, d'avoir des papillons dans le ventre et Hmm. de oh là là, je vais passer 3 jours pour moi, où je vais réfléchir sur moi, etc. Et ben voilà, ben c'est ça, en fait, aller à sa rencontre. C'est tiens, je vais aller rencontrer une personne, cette personne, c'est moi. Et ça va être une super rencontre, et on va se dire plein de trucs, et je vais découvrir plein de trucs sur elle. Et ça C'est crée bah, ce, super, ce, c'est une ce super image. sentiment. Mm, mm, voilà. Donc c'est ça, Avoir se un choisir. C'est rendez-vous ça, se finalement choisir. pour se connaître. Super. Ouais. J'aime vraiment beaucoup cette image de dire je prends rendez-vous avec moi et, et cette rencontre peut être géniale et je vais découvrir plein de choses.
Ceci, je trouve Ouais. intéressant de dire, en fait, il y a encore beaucoup de choses de moi que je ne connais pas encore ou que je jamais osé me dire. Et du coup, C'est je ça. crée un cadre qui me permet de faire. Voilà. Et Et ouais. d'ailleurs, il y a une autre phrase que tu répètes aussi à plusieurs reprises que j'adore. C'est on peut choisir de ne pas choisir. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase que tu indiques? Et je pense que ça, à nouveau, ça parle beaucoup de cette rencontre avec soi. Ça, c'est le départ de ma réflexion, en fait. J'ai écrit cette phrase la première fois dans mon mémoire de certification pour devenir coach. Et je pense que j'étais moi-même dans ces questionnements autour de finalement, voilà, la maternité, le gros poste, l'invitation. Alors j'étais enceinte de ma quatrième. Dire bon, puis je me suis dit mais non, mais en fait, on peut faire le choix conscient, ben qu'on va pas avoir à choisir entre la vie pro, la vie perso, la vie familiale, la vie maternelle. Pourquoi en tant que femme j'aurais à faire ce choix-là? Donc si j'ai envie d'embrasser toutes ces facettes, ben, je les embrasse toutes. Ce que font très bien les hommes d'ailleurs. Et c'est plus favorable pour les hommes. L'environnement est plus favorable pour les hommes parce qu'on leur pose pas certaines questions. Moi, j'avais un directeur général où je bossais, 25 000 personnes en dessous de lui, polytechnicien, tout ça, bon bah voilà. Il avait 7 enfants. Personne ne lui faisait la remarque le matin en lui disant mais t'y arrives avec tes 7 enfants Voilà, remarque qu'on fait aux femmes. Voilà. Ou comment va ton petit moi, j'arrivais au boulot, j'avais pas nécessairement envie de parler de mes enfants. Mais voilà, à comment se sont passées les vacances scolaires avec tes enfants? Bah, je sais pas, tu vois, pourquoi c'est une conversation naturelle avec une femme, alors qu'un mec, on va lui demander qu'est-ce qu'il allait voir au cinéma, c'est quoi le dernier produit high-tech qu'il s'est acheté, bah moi j'avais peut-être plus envie de parler de ça, tu vois. Donc voilà, choisir de ne pas choisir, je fais le choix conscient que je vais embrasser toutes les facettes possibles, celles que je choisis. Hein, ça veut pas dire choisir tout, ça veut pas dire devenir omnipotent. Mais dans toutes celles que j'ai envie de vivre, bah, j'ai pas à choisir en fait, je peux les vivre. Mm, mm. Je trouve ça super. Et d'ailleurs, tu me fais penser quand tu dis, bah, finalement, il y a certaines discussions que l'on a avec les femmes par rapport à des hommes. Alors, à nouveau, c'est la manière dont moi j'ai vécu certaines situations dans le travail. Euh, en tant qu'homme, j'ai l'impression que de l'autre côté, on nous autorise pas autant qu'aux femmes d'assumer sa vie familiale. Hmm. Au sens où probablement ce directeur général, avec beaucoup de responsabilités, etc., avec les 7 enfants, inconsciemment la société s'attend que ce soit sa femme, ou en tout cas les personnes qui gèrent les enfants, etc., qui le font, et que donc, euh, pour lui, être aimé s'autoriser à partir plus tôt du travail pour s'occuper de ses enfants, c'est quelque chose que peut-être il s'autorise même pas, Hmm. même s'il a envie de faire, parce Ouais. que c'est pas attendu de lui. Et sur ça, j'ai eu une chef qui pour moi était un exemple énorme, parce qu'elle avait cette capacité-là à se dire, moi je fais ma journée de boulot, je bosse comme une dingue jusqu'à 18h, 18h30, mais après je rentre dîner avec mes enfants coûte que coûte. Même si après je dois répondre, travailler après dîner, etc. Euh, et je trouvais ça énorme, Énorme. cette liberté que c'est donné, Ouais. que moi, que je ne m'autorisais pas, moi, à moi-même. De Hmm. dire, tant pis, je pars, je vais faire une soirée avec ma famille, après, je travaille après. Non, non, il faut que je reste jusqu'à tard. Il y a Ouais. inconsciemment, hein, à nouveau, je n'avais pas une chaîne attachée à ma patte. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir finalement qu'on est très conditionné de ça. Et complètement. Mais vraiment, vraiment, vraiment complètement. Et c'est là où on voit que ça parle de nous, en fait. Que ça parle finalement. Alors, ça devient des codes sociaux, ça devient un truc partagé, mais un truc partagé, c'est nous qui le construisons. Hein. C'est un plus un plus un Ça, qui finissons par construire un truc collectif. Et on voit bien que pour des personnes qui ont travaillé sur elles ou qui en tout cas se connaissent bien,
bah, ça devient une évidence en fait de dire mais ciao les gars, en fait, moi à 18h je suis avec mes enfants. Ça devient évident et c'est même plus discutable. J'ai une Exact. cousine comme ça, alors qui m'a beaucoup inspirée, mais moi j'arrivais pas à faire ce qu'elle faisait quand j'étais en poste. J'avais aussi un peu cette difficulté à partir et voilà. Mais elle était directrice juridique pour une grosse boîte américaine. Et elle m'avait dit ça un jour aussi. Elle m'avait dit, mais moi, il n'y a rien qui justifie que je sois encore au boulot à 19h pour gratter du papier, quoi. Rien. Donc moi, pas pareil. À 18h, je suis partie. Et ce directeur général, en l'occurrence, il avait aussi d'autres engagements plus personnels, spirituels en l'occurrence. Et donc c'était plutôt un gars, oui, de cette veine-là, en fait. De cette veine-là. Waouh. Et voilà. Et je crois en plus que dans les années à venir, ça va être vraiment nécessaire, en fait, qu'on ait cette discussion collective. Alors, les femmes, pour justement assumer, en fait, ce qu'elles veulent pour elles, et Exact. solidifier cette confiance en soi, parce que finalement, c'est ça qu'il y a derrière. C'est un manque parfois de confiance en soi, de peur d'être rejeté, de peur de ne pas être évalué à la hauteur, etc. Et les hommes peuvent avoir exactement la même crainte. Et donc, je crois qu'il y a ce travail personnel à effectuer. Et ensuite, en collectif, de se réunir pour se dire, bon, bah alors maintenant, comment est-ce qu'on repense le travail ensemble? Puisque finalement, ce travail qu'on connaît là, il vient de l'ère industrielle, donc ça, voilà, un peu plus d'un siècle. Plutôt sur un modèle patriarcal, parce que bah, c'est pas contre vous, c'est pas de votre faute, mais c'est comme ça, c'est les hommes qui l'ont mis en Bah place, oui, parce que c'est bah, clair. vous étiez là, vous étiez sur le terrain. Bon, et puis nous, on est arrivés, on a fait les invités sages et polis, donc on a fait comme vous nous avez dit de faire, sauf que ça convient pas à des contraintes qui sont aussi des contraintes qui existent pour les femmes, notamment la maternité. Et donc, l'idée, c'est, bon, bah, ok, ça y est, ça fait 50 ans qu'on partage la table, qu'on partage la maison. Il était temps de devenir copropriétaire. Et donc, d'avoir une super réunion de copropriété et de se dire, bah, qu'est-ce qu'on fait de ça, de ce terrain de jeu ensemble? Et je pense que ça va Ouais. être nécessaire et en plus, bon, les lois actuelles hein, sur l'égalité femmes-hommes, notamment dans le milieu du travail, vont demander qu'on ait cette discussion-là. Sinon, il y a un moment donné, ça va coincer en fait. Voilà, donc, ouais, Yes, c'est super. Et pour moi, je reviens, ça m'a fait penser ce que tu viens de dire là, euh, à la valeur de la diversité. Donc là, il y a cette première diversité qui est une diversité des genres. Euh, mais quand tu parlais finalement euh, de ta remise en question des codes et aussi de ta vision de ta vie, du fait que tu as rencontré, tu as épousé quelqu'un avec une culture différente, une religion différente, etc. Euh, euh, c'est une conviction profonde que j'ai. Finalement, cette différence-là, elle apporte une énorme valeur à chacun. Et donc, dans ce que tu disais, le fait d'avoir des conversations comme ça au niveau de l'entreprise, qu'est-ce que c'est euh, euh, le monde du travail que l'on veut construire ensemble, je trouve que cette notion de prendre en compte les diversités de chacun et justement arrêter la pensée de dire il y a un modèle à suivre et c'est le bon et c'est tout. Je pense que plus tôt on arrive à faire ça, plus on se sentirait mieux individuellement, mais je pense qu'aussi c'est aussi un très bon argument de performance de l'entreprise. C'est-à-dire que je vois pas du tout de contraposition entre les deux. Au contraire, je les vois vraiment aller main dans la main. Surtout, comme tu dis, on a construit ces modèles-là à une époque industrielle où probablement, voilà, ce qu'il y avait à faire, c'était pas trop réfléchir et juste produire la même truc en série. Et on n'est plus dans ce monde-là, quoi. Donc, forcément, on a besoin de fonctionner autrement. Je sais pas ce que tu en penses de ces côtés-là, je sais pas, de la différence ou en tout cas de cette discussion. ouais. Euh, alors d'abord, en effet, cette ère industrielle, elle est formidable. Hein. C'est quand même grâce à ça qu'on a des circuits d'eau, de gaz, enfin voilà, toute l'énergie. Moi, je suis hallucinée. En fait, c'est un truc dont j'avais pas du tout conscience, mais comme il se trouve que je vais plus souvent en Tunisie depuis 15 ans maintenant, 20 ans même, et qu'à chaque fois que j'y vais, je me dis, mais c'est dingue ce qu'on a produit dans les pays occidentaux.
pour être, bah voilà, là je suis dans mon bureau, je suis au chaud, j'ai de la lumière, si j'ouvre mon robinet, ça coule. Et il faut quand même se dire qu'il y a plein de pays, même quand on a une belle maison, où c'est pas comme ça, quoi. Moi, j'ai la chance d'avoir une maison en Mm. Tunisie, et ben quand j'ouvre le robinet, il y a des fois, il n'y a pas d'eau. Voilà, donc je suis bien avec ma jolie maison, mais voilà, il y a des fois où, si on a envie de se laver, ben on peut pas se laver, il faut attendre l'heure, ou il faut faire venir le mec avec la citerne, parce que, voilà, c'est comme ça. Donc, cette ère industrielle, elle nous a permis d'être dans un environnement qui nous facilite l'existence, mais un truc de malade, et on a fait ça en un siècle. Euh, bon, voilà, donc, moi, je balaye pas ça d'un revers de la main en disant il faut arrêter de produire, il faut. Alors peut-être qu'on n'a plus besoin autant en fait. On n'a peut-être pas. Bon, voilà. Après, moi je sais pas. Hein, je serais pas là pour le dire dans un siècle, dans 150 ans. Peut-être qu'en fait si, parce que bah, les humains ils auront évolué et ça fera partie de leurs besoins. Je pense que si nous on revenait en arrière de 150 ans, ils se posaient les mêmes questions en se disant mais est-ce qu'on a besoin d'avoir des voitures qui roulent, etc. Et puis bah finalement oui, on a fait le chemin de fer, on a fait les voitures et aujourd'hui, qui imaginerait ne pas avoir une bagnole? Enfin, voilà, tout le monde n'a pas une bagnole, mais grosso modo, on a tous quand même une voiture pour pouvoir se déplacer. Donc, voilà, je crois que les besoins humains, ils évoluent aussi avec leur temps. Donc voilà, mais bon, tout ça est très très intéressant. Et sur l'ouverture, enfin, oui, sur la diversité, c'est un truc qui est pas facile du tout. Enfin, moi, si je le regarde à un niveau individuel, euh, aller vers cette union, vers ce mariage, ça a été hyper compliqué. Enfin, compliqué pour nous, enfin pour nous deux. Il y a eu plein de discussions qu'on a eues. Alors c'est peut-être des discussions d'ailleurs c'est intéressant de les avoir, quelle que soit la personne avec qui on se met en ménage. Mais là, en l'occurrence, je sais pas, on a été amené très très vite à discuter de choses vraiment très importantes sur l'éducation des enfants, sur certaines choses qu'on ferait ou qu'on ferait pas, enfin voilà. Et ça a été posé avant qu'on se marie, quoi, avant même qu'on habite ensemble. Voilà, je suis pas sûre que j'aurais eu cette discussion-là si j'avais rencontré, ben voilà, quelqu'un de la même culture, niveau social que moi, enfin j'en sais rien. Voilà, donc en tout cas, ça nous a obligés à ces discussions-là, ça nous a, enfin moi ça m'a fait vraiment rencontrer l'acceptation, l'ouverture, la compréhension que les choses peuvent être différentes, sans être nécessairement opposées, ni en contradiction, ni en bataille. Mais comment finalement je peux intégrer ça? Et à partir du moment où je l'intègre, ça veut pas dire qu'il y a des choses que tout me plaît en fait. Il y a plein de trucs qui me plaisent pas dans la culture qui est pas la mienne. Mais je sais que ça existe. Je sais combien de temps je peux y aller et à partir de quel moment il faut que je m'en aille parce que ça me correspond pas et voilà, ça me prend trop en énergie. Mais je sais que ça existe et ça m'offre en effet une vision élargie sur plein de sujets en fait. Et ça, je pense que oui, en Mm. ça, c'est vraiment très très riche. Et encore une fois, voilà, avoir cette vision-là, ça veut pas dire qu'on accepte tout, ça veut pas dire qu'on aime tout, mais ça veut juste dire qu'on a l'angle de vue qui est juste un peu plus ouvert, et donc qu'on a une conception plus large des choses. Mm. Super intéressant, merci. Du coup, en parlant de cette ouverture, ça me fait penser à la deuxième étape. Tu parles, donc on disait la première étape, celle de se choisir. La deuxième de cette transformation, je dis, bah, finalement, c'est le moment de se mettre en mouvement. Et pour que cette mise en mouvement puisse fonctionner, il faut cultiver des compétences. Donc, Mm. tu parles de 6 compétences dans le livre et un état d'esprit à aussi utiliser, dont l'ouverture fait partie euh, justement des éléments de l'état d'esprit euh, que tu invites à prendre. Et bon, comme il y a 6 compétences, on ne va pas les faire tous ici, sinon je pense qu'on est ici encore dans 3 heures. Je souhaitais mettre en avant la première qui, pour moi, a une notion qui est très liée au développement personnel, que moi j'ai appris avec mes lectures de dev perso, et qui a beaucoup changé ma manière de voir les choses, et c'est la notion de responsabilité, de laquelle tu fais une grosse différence avec la culpabilité de la suite. Donc, est-ce que tu pourrais peut-être partager quelle est ta propre
définition, vision autour de la responsabilité et en quoi pour toi c'est important. Ouais, avec plaisir. C'est tellement important cette notion-là que j'ai comprise. Alors en plus, je l'ai comprise 10 ans plus tard. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai découvert dans ma thèse quand j'ai étudié les managers. En fait, je me suis rendu compte qu'une des caractéristiques principales des managers avec qui ça se passe bien, c'est-à-dire les objectifs sont atteints et les gens se sentent bien, etc., c'est qu'ils expriment justement une certaine responsabilité. Ils évitent de mettre de faire l'autruche en fait, hein, et donc ils prennent en main ce qui se présente et ils en font quelque chose. Donc j'avais compris ça au moment où j'avais écrit ma thèse de doctorat. Puis 10 ans plus tard, bah, toujours quand je me suis mise à réécrire pour la certification de coach, j'écoute la radio, un jour où j'écrivais, j'écoute la radio et c'est sur France Inter, il y a Michel Butor, qui est un philosophe, qui parle de la responsabilité. Donc bon, synchronicité amusante. Et là, il dit tout simplement, il dit, bah, la responsabilité, c'est l'habilité à répondre. Bah, voilà, étymologiquement, réponse, habilité, donc développer votre habilité à répondre à ce qui se passe. Et alors là, je sais pas pourquoi, ça fait un bing-boong dans ma tête. Je me suis dit, ah oui, c'est ça, c'est exactement ça en fait. C'est évidemment prendre les choses en main, mais prendre les choses en main, on voit toujours un truc un peu volontaire, un peu très intentionnel, etc. Je trouve que dans cette idée-là, c'est juste, tiens, j'ai une capacité en moi, donc c'est plus intime, c'est plus interne en fait. J'ai une capacité en moi à répondre à ce qui se passe. Et donc, ma responsabilité, c'est d'aller chercher cette ressource en fait. C'est pas nécessairement de faire quelque chose, parce que voilà, quand on est dans la responsabilité, on se dit voilà, toujours agir, etc. Non, non, c'est aussi plonger en soi pour aller chercher ces ressources qui sont disponibles, pour se rendre habile, capable de répondre aux situations qui sont devant nous, des plus douloureuses aux plus vivantes, aux plus sympas, etc. Mais c'est quelle que soit finalement la situation que je rencontre. Et donc voilà, et donc ça m'a vraiment plu de tirer le fil là-dessus. Et je pense qu'en effet, c'est une des clés les plus importantes et qu'on a en effet tendance à confondre avec la culpabilité, ce qui donne à la responsabilité. Enfin, parfois, quand on dit prends tes responsabilités, on a tous sauf envie de les prendre en fait. Enfin, je sais pas comment tu le ressens, tu vois, mais bon, enfin, prends tes responsabilités. Bah, je vais plutôt aller me coucher en fait, si c'est possible. Alors que c'est magnifique en fait. Prends tes responsabilités, c'est va chercher tes ressources quoi. Va chercher ton habilité à répondre à la situation. Sauf que quand on nous dit ça, on sent bien que derrière il y a une confusion avec la notion de c'est ta faute en fait. Tu dois t'en occuper. Exact. Une espèce d'injonction comme ça à être. Et donc voilà, donc moi j'aime bien travailler sur cette distinction et de permettre de bien refaire la distinction entre la responsabilité, c'est-à-dire cette magnifique capacité à aller chercher ses ressources et à répondre aux situations. Et puis, je suis pas nécessairement coupable là-dedans. Je suis pas nécessairement, voilà, je suis pas nécessairement à pointer du doigt ou ni les autres ni moi-même. Voilà. Et ça, je pense que si dans les organisations et si même soi-même, on était plus au clair avec cette notion-là, mais ça enlèverait plein de problèmes, justement dans la gestion des difficultés qu'on peut rencontrer. Comme je disais, je travaille avec beaucoup d'ingénieurs. Soit on se met en posture de responsabilité, c'est-à-dire tiens, comment est-ce qu'on peut résoudre le fait que bon, je vais dévoiler quelque chose, du coup, on aura compris où je travaillais, mais il y a un caténaire qui est pété sur la ligne TGV, voilà, vers Bordeaux. Qu'est-ce qu'on fait on se met plutôt en responsabilité collective et individuelle de réparer le caténaire, ou est-ce qu'on dit c'est qui le con qui a fait sauter le caténaire et on cherche le coupable. Et personne n'a envie d'être coupable. Donc même s'il y a un ingénieur qui dit ah bah c'est nous, on n'a pas fait les travaux à temps, la maintenance n'était pas faite, etc. Ah bah voilà, c'est bien ce qu'on avait dit, le service Intel, ils sont nuls. Personne n'a envie de lever la main pour dire qu'il est coupable. Ben, cette réaction-là qu'on a tous finalement face à une vision de la responsabilité qui est plutôt culpabilisante, me fait penser à une autre chose dont tu parles, en particulier par rapport aux femmes, qui est la notion finalement de perfection. Euh, En fait, euh, pour être bien à ma place, dans mon rôle, etc., il faut que je sois parfait ou parfaite euh, dans ma profession, en tant que parent,
en tant qu'époux ou épouse. Euh, donc, évidemment, si je dois être parfait, et s'il y a quelque chose qui ne l'est pas, si une situation n'est pas parfaite, bah, en fait, si c'est de ma responsabilité, il y a bien un truc qui Mm. coince entre les deux. Donc, je pense que cette idée, tu dis, bah, finalement, euh, déjà, c'est pas ce qu'on attendait pas. Et surtout, c'est important pour avancer d'accepter sa propre fragilité, vulnérabilité, imperfection, d'une certaine manière. Du coup, c'est possible de, d'assumer ses responsabilités sans ressentir de culpabilité, d'une certaine manière. Je ne sais pas si j'ai bien fait les liens, Ouais, si ouais, tu complètement. Et je partages. pense que c'est la grande difficulté à partager. Nous, il y a eu toute une époque, et je pense pas que c'était que dans notre organisation, je pense que c'était un peu un phénomène managérial global où on parlait du droit à l'erreur. Il faut redonner aux équipes le droit à l'erreur. Mais en fait, c'était ça. C'était, il faut que la parole puisse circuler pour que justement celui qui n'a pas fait la maintenance à temps, plutôt que d'essayer de mettre ça sous le tapis jusqu'au moment où ça va péter, et puis bon, bah voilà, de toute façon, ce sera vu. On a quand même eu un déraillement à Bretigny hein, avec des conneries comme ça. Hein. Donc, bon, bah voilà. Bah, qu'ils puissent avoir le droit à l'erreur et du coup, le lundi matin, au comité de direction, dire oh là les gars, on arrête tout, on arrête toutes les circulations parce que nous, on a oublié de resserrer le boulon sur la ligne 48, quoi. Ah, d'accord, bah. Ok, merci Pierre de nous dire ça, parce que bah, on va faire ce qu'il faut. Bon, et puis peut-être qu'il aura un petit recadrage, parce que quand même, on peut être responsable et coupable, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir fait une faute, mais voilà, ça devient de ma responsabilité d'assumer que j'ai fait une connerie. Mm. Voilà. Et ça doit ne pas devenir un problème. C'est-à-dire que assumer ses responsabilités, bah, c'est assumer aussi que, bah ouais, là, j'ai merdé en fait. Et je vais assumer ça pleinement. Je suis pas, je peux être vulnérable et en même temps, je suis pas en papier mâché. Je peux endosser le fait que bah là, j'ai pas été au rendez-vous. Ok, j'accepte ça. Mm. J'accepte ça. Et j'accepte du coup les conséquences qui vont avec. Peut-être je vais avoir un blâme, peut-être je vais être viré, peut-être. C'est la vie. Voilà, ça fait partie des conséquences que j'ai à assumer aussi. Voilà. Et je pense que si ça demande beaucoup de force interne hein, d'arriver à cet endroit-là. Mais si collectivement on avait plus, si on se donnait plus la possibilité justement de développer ça, et ben d'abord je pense qu'on serait plus performant. Mm. Et puis on pourrait Ouais. du coup aussi Et apprendre je plus pense que vite. je pense que pour faire cette transition-là, c'est important, justement, de primer la responsabilité ou de valoriser davantage la responsabilité que la perfection. Je pense Oui, que c'est une manière de dire, en fait, je préfère que Pierre ou Marie soient responsables, que donc ils lèvent la main quand ils ont fait une erreur et qu'ils assument, ouais. plutôt que de souhaiter que Pierre et Marie soient parfaits. Mais oui. Je pense que Ce qui c'est n'est dans pas ce possible. changement de priorité des valeurs. Exactement. Mm. Ce qui est, ce qui n'est pas tenable en fait. Même si évidemment on tend à, à l'atteindre, surtout dans des domaines. Alors c'est peut-être pour ça que je parle comme ça, parce que moi j'ai bossé dans des domaines où la sécurité est, c'est infaillible. C'est-à-dire que le jour où ça merde, c'est grave, quoi, en fait. Voilà, donc c'est Bretigny, c'est C'est un grave. avion qui s'écrase, enfin voilà, j'ai aussi bossé dans l'aérien. Donc évidemment, on n'a pas le droit à l'erreur, en fait, normalement. Je reviens sur ce que je dis, j'ai l'air de me contredire, mais en fait non, je me contredis pas, parce que c'est parce qu'il y a ces espaces-là où on peut lever la main ben, qu'on prévient justement la catastrophe. Voilà. Exact. Exact. Je pense que c'est ça, c'est le fait de dire, euh, c'est pas, c'est pas parce qu'on on s'attend à la perfection que l'erreur n'existe pas. Et du coup, euh, c'est pas parce qu'on dit que l'erreur existe que ça veut dire aussi qu'on n'est pas prêt à tout faire pour l'éviter. Je pense que Exactement. Ça, il y a un c'est peu super de important ce que tu dis ça. là. Voilà, c'est ça en fait. C'est pas la perfection, c'est
chercher à être le plus... moi j'aime bien la notion d'excellence en fait. D'être en conscience, et ça c'est de la Exact. responsabilité, d'être en conscience que je fais le maximum possible. J'ai pris l'avion hier, et alors je sais pas, des fois j'ai pas peur en avion. Puis bon, hier c'était un peu un atterrissage venteux à Paris, donc on n'aime pas trop quoi. L'avion il fait comme ça en arrivant, on se demande un peu quoi. Bon bah le pilote, il est dans sa responsabilité, il fait le maximum de tout ce qu'il sait, de tout ce qu'il a appris, de tout ce qu'il connaît sur le fonctionnement de son avion, pour que, voilà, les deux roues, là, elles vont se poser sur le tarmac et tout le monde va applaudir, soulagé. Voilà, et en même temps, ben ça peut merder. Ça peut. Et tout le monde le sait d'ailleurs, parce que tout le monde est un peu comme ça, un peu crispé, mais tout le monde se dit, le pilote est dans sa pleine responsabilité, il est en train de faire le maximum. Et d'ailleurs, il lève la main, lui. Mais mettez vos ceintures, c'est une façon de lever la main. C'est une façon de dire, les gars là, c'est un peu chaud, donc mettez vos ceintures. Et voilà, et braise, braise, braise. Bon bah voilà, là ça va pas être super. Je lève la main et on enclenche du coup les consignes de sécurité parce qu'on a prévu que si jamais on était dans ce cas-là, bah il y avait certains trucs à faire. Voilà, dans notre pleine responsabilité. Et parfois, bah, ça fait des amérissages magnifiques, comme il y a eu à New York, où personne n'a été décédé. Je ne sais pas si tu vois quel amérissage je fais référence. Bon, et puis parfois, malheureusement, ça fait des trucs qui... Ouais, ça fait des trucs qui, bon, bah, qui finissent mal. En fait, voilà, c'est la vie. Voilà. Mais au moins, j'ai essayé en conscience de faire le maximum de ce que je pouvais faire en l'état de mes connaissances et de mes compétences. Ouais, je reprends, parce que je vois que l'heure tourne. J'adore ces discussions passionnantes. Euh, euh, donc, je reviens aux troisième étape. Donc, il y a trois étapes que tu proposes finalement pour justement arriver à devenir dirigeant de sa vie. Il y a la connaissance de soi, il y a le fait de se mettre en mouvement et d'acquérir les compétences et l'état d'esprit. Et la troisième chose, c'est finalement de se mettre en action, de passer à l'action. Ouais. Et tu dis finalement, il y a une phase de planification et la phase d'exécution. Mm. Et sur ce sujet-là, en fait, ce que je trouve très intéressant aussi, parce que j'en entends souvent de mes discussions, etc., c'est la difficulté à garder la discipline, à garder l'action dans la durée, d'une certaine manière. Et du coup, ça m'a fait, en fait, les choses que je veux aborder avec toi, c'est finalement le rôle du groupe social dans lequel on évolue en tant qu'aide ou frein à cette discipline, à cette capacité à passer à l'action. Donc, comme tu as créé une école, c'est aussi justement pour créer euh, finalement un collectif autour des femmes qui souhaitent évoluer. Euh, Quel est d'après toi le rôle de ces groupes? Quels sont les apports de ces groupes? Et comment aller les chercher si on ne l'a pas naturellement? C'est énorme. L'impact de l'environnement et du groupe social, en effet, qu'on a autour de nous est énorme. Euh, et c'est vrai que pour maintenir une action dans la durée, être seul, c'est très difficile parce qu'on est des êtres sociaux et qu'on a besoin, pour progresser, d'être en contact avec l'autre. Mais ça, c'est depuis qu'on est bébé, en fait. Hein. Si vous isolez des bébés, ils ne se développent pas. Malheureusement, c'est des choses qui sont arrivées, en Roumanie notamment. C'est Boris Cyrulnik qui a travaillé là-dessus, qui a découvert les orphelinats en Roumanie. Et en fait, les bébés développent des pathologies, et notamment ce qu'on appelle la rigidité cadavérique. Voilà, donc vous avez des bébés qui sont dans des berceaux isolés, et qui vont mourir en fait, hein, qui vont mourir et vous retrouvez qui ne bougent pas, qui ont pas de contact visuel, qui n'ont pas développé leur capacité cognitive, enfin voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc nous, êtres humains, on a besoin d'être en contact
les uns avec les autres, donc quand on est petit avec des adultes, et quand on est adulte, d'être en contact les uns avec les autres pour continuer à apprendre et à nous développer. Et donc quand on est notamment dans des transitions de vie, imaginez faire des transitions de vie tout seul, ce n'est pas possible en fait. Voilà, il faut arrêter aussi cette idée-là, et on rejoint peut-être la notion de perfection dont on parlait, que je suis le plus fort du monde, je vais y arriver tout seul, etc. C'est pas vrai. Voilà. Pour apprendre, pour se transformer, il faut avoir cet endroit où il va y avoir du rebond, où il va y avoir l'autre qui va m'étayer, me renvoyer mon image, peut-être m'enseigner quelque chose aussi, et qui va me permettre de continuer à élaborer, à développer mon cerveau. Parce que le développement de compétences, en fait, derrière, c'est le développement de vos connexions synaptiques. C'est la programmation dans le cerveau qui se met en place. Et voilà. Et après, ça fait des actions. Donc oui, l'environnement, il est essentiel. Et alors, moi, j'avais pas prévu ça dans l'école des femmes inspirantes. Je savais qu'elles allaient être en groupe quand elles allaient être accompagnées. Mais c'est vrai qu'une fois le programme terminé, on avait mis en place un réseau, il y a un groupe Facebook, elles peuvent se contacter les unes les autres, je sais qu'il y en a qui finissent par se connaître, voire même devenir amies, donc je savais ça. Mais en fait, je savais pas à quel point elles allaient remarquer l'importance de ce truc-là et comment elles allaient s'en saisir. C'est-à-dire que d'elles-mêmes, en fait, elles se sont rendues compte que c'était absolument nécessaire et elles ont commencé à créer un think tank, un annuaire de l'école. Là, elles sont en train de faire 100 femmes se lèvent pour la loi Rixin, donc qui est une des lois pour l'égalité femmes-hommes. Elles sont en train de parcourir la France pour informer les femmes de cette loi. Et c'est aussi une façon de rester ensemble et de se soutenir finalement dans leurs projets. Voilà, parce que quand on se met aussi en position de transmettre, ce que je fais moi, en fait, en vrai, c'est d'abord pour nous-mêmes. C'est un moteur énorme de développement pour soi, de pouvoir transmettre. Voilà. Et en plus, ça engage, parce que moi, si je suis en train de vous dire des trucs et que je les fais pas en vrai, je suis un peu à côté de la plaque, quoi. Je serais en décalage, et ça finirait par se voir à un moment donné. Donc ça, le fait de se mettre comme ça aussi en position de transmission, donc d'être ensemble pour le faire, ça fait une émulation collective. Et en plus de se mettre en position de transmission, ça oblige et ça confronte en fait. Ça nous permet d'être face à nous-mêmes. Donc voilà, c'est essentiel et je pense que c'est quelque chose qui commence à être de plus en plus compris. C'est peut-être sans doute pour ça qu'il y a de plus en plus d'accompagnement collectif. Les gens se contentent plus d'aller simplement chez le psy ou simplement faire quelques séances de coaching individuel. Il y a beaucoup de choses qui se créent avec des programmes, mais voilà, il y a une question de fond derrière. Et la question de fond, c'est se créer un environnement favorable à son développement. Super. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier message que tu aimerais partager avec les personnes qui nous ont suivis, avec lesquelles se laisser? Ce message-là sur le fait de prendre soin de soi, j'ai cette petite phrase que j'aime bien dire, prenez soin de vous et révélez toutes vos facettes. Pour moi, il y a vraiment cet équilibre indispensable à cultiver entre le bien-être et la performance. On a pu beaucoup favoriser la performance dans cette industrialisation dont on a parlé, et tant mieux, et ça nous aide à faire plein de choses. En même temps, le bien-être n'est pas un truc de bisounours. Voilà. Et le bien-être n'est pas un truc superficiel où il suffit d'avoir des jolis poufs dans la salle à café avec des couleurs et puis une panière de fruits. C'est pas ça le bien-être. Le bien-être, c'est être vraiment en relation avec soi-même, se connaître, c'est être utile à quelque chose et c'est appartenir à un groupe. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS. Donc, aller cultiver ça, je pense en plus que c'est exactement ce dont on a besoin pour être productif. Voilà, si on est dans nos compétences, si on contribue à un projet et si on est avec les autres pour le faire, est-ce que c'est pas ça la définition d'une entreprise ou d'un projet? Bon, voilà. Donc, être dans son bien-être, c'est être dans notre capacité à contribuer. Voilà, donc prenez soin de vous, c'est essentiel. Et puis ensuite, révélez tout ce que vous allez à révéler et soyez utile aux autres, du coup, grâce à ça. Merci beaucoup pour ces derniers messages, Ida. C'est à nouveau très inspirant. Et merci aussi pour tous les conseils que tu as partagés lors de l'entretien. Je suis sûr
que tous les personnes de la communauté Women Parachutes, en particulier les femmes, mais les hommes aussi, je suis sûr, ont beaucoup apprécié ton intervention. Merci bien. Et quant Merci à beaucoup. vous qui avez suivi cet entretien jusqu'au bout, merci encore pour votre participation et votre attention. Il ne reste qu'à vous dire à très vite pour de nouvelles idées. Ciao, ciao!